hao. Quand je vous dis ça, ça vous ramène dans quel pays? Nous sommes en Chine. Clin d'œil particulier à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent en Chine. C'est vrai, avec le décalage horaire, il doit être, on va dire 15h, 16h à Pékin et à Changshan. Merci à vous de nous rejoindre. Merci à vous également qui nous rejoignez à travers le monde. Vous nous suivez sur Canal+. Merci également à vous qui nous suivez à Popocabaka, évidemment dans le Kasaï oriental aussi et dans d'autres provinces. Merci. Nous sommes donc le mardi 18 août 2026, une journée favorable aujourd'hui. Vous l'avez remarqué sûrement le matin en vous réveillant, un beau climat, pas de chaleur, pas de soleil, plutôt un climat assez frais qui permette à ce qu'on puisse se lever très tôt et qu'on puisse être en forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la salubrité. Je crois que vous l'avez remarqué, pour ceux du moins qui sont acquis nous-mêmes sur les réseaux sociaux, depuis quelques semaines, il y a quelques jeunes vêtus en blouse bleue, en chasuble bleu, avec des casquettes qui sont variées, hein, parfois jaunes, qui sont appelés les bâtisseurs et qui sont déployés à travers la ville de Kinshasa, du moins dans certains axes de la ville de Kinshasa. Leur objectif, justement, est de rendre salubre la ville. Une question se pose. Après leur passage, est-ce que cet état salubre demeure? Nous allons en parler au cours de cette émission. Et pour en parler, justement, je vais recevoir le vice-bourgmestre de la commune de Limité, très impliqué dans les questions, justement, de salubrité, du moins dans sa juridiction. Évidemment, nous aurons Bibiche Ngoua, qui est notre expert environnemental, et également un jeune qui est très activiste environnemental dans les questions de la salubrité, qui s'appelle donc Chérubin Mopéné. Un geste, c'est donc sa structure, nous allons en parler tout de suite. Mais avant de prendre mes invités, et puis tout ce que nous allons évidemment revenir sur tout ce dont nous allons parler, je vous propose de rendre Action de grâce. Action de grâce, c'est donc l'intitulé de ce clip de Laure Mongo. Et on se retrouve tout de suite après, cette fois-ci sur le plateau. On va donc parler propreté, on va parler salubrité, on va parler assainissement. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'elles sont similaires? Est-ce que ce sont des synonymes? Est-ce qu'elles se complètent? On va en parler tout à l'heure. Alors, je le disais, qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2026. Il y en a qui sont nés aujourd'hui, spécialement un clin d'œil particulier à ceux qui nous suivent depuis Varsovie en Pologne. Et oui, nous sommes également suivis là-bas, qui fêtent leur anniversaire et à travers le monde. Alors, il y a une spécialement aujourd'hui qui est mise en exergue au cours de cette émission et vous allez la découvrir tout de suite, c'est son anniversaire. Avec la permission de Michel, nous lui disons bon anniversaire. Laure Kimembi, bon anniversaire à vous de là où vous êtes, espérant que, et je suis d'ailleurs sûr, hein, que vous êtes en train de nous suivre. Alors, je vous le disais, aujourd'hui, on va parler salubrité dans la ville de Kinshasa. C'est important, la propreté de la ville de Kinshasa est une responsabilité collective, pas qu'une responsabilité, pas que l'apanage que des autorités, mais elle concerne également tous les habitants. Quinois et Quinois, c'est donc notre charge. Alors, vous le savez, justement, dans le cadre de la salubrité dans la ville de Kinshasa, il y a une activité qui a été lancée depuis quelques années. Vous allez le découvrir tout à l'heure hein, avec celle qui m'a rejoint, que je vais présenter dans quelques petites secondes, ce que nous appelons le Salongo, qui a été initié depuis quelques années dans la ville de Kinshasa. Et pour en parler, je reçois Angela Machado. Welcome. Merci beaucoup, monsieur Steve. Angela Machado de la rédaction de B1 Télévision, c'est d'ailleurs elle qui m'a poudriné aujourd'hui. Au-delà de l'écriture, au-delà du parler, c'est aussi la main qui sait nous poudriner. Alors, ça va? Ça va très bien. C'est vrai que je t'ai trouvé le matin à la rédaction un peu blotti. Je suis pas sûr, elle était blottie dans son... Oui, mais il fait froid. Oui, j'ai quitté la maison vers 5 heures. C'est pas intense. Ah, 5 heures. Oui, parce que j'avais matinale à la radio vers 6 heures et il faisait vraiment froid le matin. C'est vrai, hein? Quelqu'un dit qu'il faut faire le stage.
On ne sait jamais, on va aller à Vancouver, on va aller... Certainement, pour un D'accord. reportage, Alors, avec toi, on va parler justement de ce salongo qui a été initié depuis quelques années dans la ville de Kinshasa, enfin de manière générale en RDC. Alors, le salongo ne date pas de 2000, mais de plusieurs années. Effectivement, Ouais. ça a été lancé officiellement le 15 décembre 1970 par un arrêté ministériel. Effectivement, le salongo s'inspirait des traditions africaines de communautaires d'entraide. L'objectif principal était vraiment de mettre la population, de la mobiliser. C'était pour, sous Mobutu, hein? Oui, sur Mobutu, effectivement. C'est quand même 1970. Yeah. Alors, c'était pour mobiliser la population dans les travaux d'intérêt public, comme le désherbage, je peux encore citer l'entretien des rues ou des canaux. Alors, et ensuite, d'ailleurs, il y avait un refrain populaire à l'époque sur OZRT, RTNC actuel, Oui. qu'on appelle Salongo Alingio. C'était chaque matin, c'était obligatoire chaque matin. Chaque matin? Oui, chaque matin. Salongo Alingio. Oui, Salongo Alingio. C'était chaque matin, samedi matin à 6h. Attends alors. C'était pour réveiller la population afin de leur dire allez travailler les rues. C'était aussi pour aider l'État, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens financiers ou pratiques d'assainissement urbain. Et après, comme on dit, après la chute de Mobutu en 1997, cette pratique a régressé, si je peux dire ça comme ça. Et il y a eu un petit peu de... Comment dire? De relâchement? Oui, de relâchement, oui, parce que la population n'arrivait plus à autant sortir chaque samedi pour nettoyer les rues. Et on a aussi constaté une évolution, si je veux dire exagérée, de la saleté, entre guillemets, dans la ville de Kinshasa, d'où il y a eu un relèvement du salongo vers Gentilly Ngobila, l'ancien gouverneur de la ville, oui. gouverneur de la ville, avec Kin Bopeto en 2019. Et je peux aussi citer d'ailleurs Kimbuta, mais il n'y avait pas vraiment autant de rigueur qu'avec Gentilly, avec Kin Ville et Zobonga, mais ce n'était pas vraiment avec autant de rigueur. Ensuite, nous sommes actuellement avec Daniel Bumba, seulement dans le cadre du Salongo. D'ailleurs, nous avons eu à passer sur terrain avec notre reportage sur le Salongo à Lemba. Si on peut voir ça dans les images. Vous avez fait des interviews, oui, donc? On a eu à faire deux interviews sur le terrain. On a parlé avec la population sur qu'est-ce que c'était pour eux, le Salongo. Et de manière générale, avant qu'on prenne ces interviews, Angela, est-ce que vous avez quand même senti sur terrain qu'il y a une implication des Kinois et des Kinoises, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que on sait que le samedi, ils ouvrent à partir de 10h, c'est ça? Oui, à partir de 10h. Est-ce que vous sentez que quand même les tenanciers des boutiques et autres respectent cette mesure dans l'optique de la peur des représailles policières ou vraiment une conscience qu'il faille nettoyer les devantures des maisons? Sincèrement, si tout le monde s'y mettait réellement au Salongo, tous les matins, de 7h à 11h, 10h disons, je pense pas qu'il y aurait... les samedis, hein? Oui, Pas toujours. je ne pense pas qu'il y aurait autant de saleté à Kinshasa. Je ne pense pas. Donc, entre guillemets, je me dis que les gens le font soit par peur des représailles, évidemment. Policières qui viennent? Oui, et aussi, c'est pas vraiment pour une conscience. Parce que si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas autant de saleté. D'accord. Ouais. Ben, on va prendre ces interviews? Oui. Michel. Salongo elingi koloba kotia propriété soit na ndako na yo soit bisika ozosala mpona esika wana ezala propre seke kolongola basalite oyo eza na kati ya lopango soit bisika tozoteka soki basalite eza c'est mettre propriété bisika bon moi-même nazwi conscience ndenge natamboli partout ndenge namoni service na biso ndenge bazosala salon en tout cas ngai moko nazwi décision ya ke chaque samedi nazobongisa kaka bisika na ngai nazokabe mpona ezala propre balekaka mpona kocontrôle nani azosala nani azosala te. Mais mpona salongo neti nga soki nayaka 7h naye nabongisi place en plus naa na poubelle na nga natiaka salite na nga na poubelle soki mpe baclient na nga baye awa oyo eloko moye babwaka boye eza te nazwi yango natie na poubelle bato mpe baza aye ke alekisi na ye mosusu akoya ba 11h mpe po ayebi daya ke salongo esili aye mpe afungoli akangi mpe akombi meme pa balekaka ba 10h
baleka baotala soda bosali salongo to bosali te so neti osali te baolobela yo kaka efo osala salongo mpo esika ozotekela fo ezala propre. Angela, des images qui font quand même peur, hein. On voit quand même la saleté. Exactement. Ça c'est où précisément? À Lemba. À Lemba, Lemba Terminus, oui. Est-ce que de manière générale, Lemba, propre, sale? Si je dis propre, je veux mentir. C'est pas propre. C'est pas du tout. C'est sale. C'est sale quand même. Alors, comme la dame d'ailleurs l'a si bien souligné, les gens n'ouvrent qu'à partir de 10h, parfois 11h, pour, comme on peut dire, échapper au salon. Au salon. C'est ce que je trouve très regrettable. Mais après, quand on dit ils ouvrent, c'est-à-dire les portes grandement ouvertes, mais on le voit certains dans leur boutique, ils ouvrent des petites fenêtres, des petites portes et ils vendent quand même. Hein? Oui, ça aussi c'est vrai. Surtout dans les espaces où il n'y a pas vraiment de contrôle, où il n'y a pas des agents qui passent pour veiller à ce que c'est bien le cas. Donc ils ouvrent un petit peu, ils vendent, ou soit ils ouvrent grandement parce qu'ils savent que les carnavals. Donc ils se sentent à l'aise dans ça. C'est ce que je trouve un peu dommage parce que le salongo, si tout le monde se mettait en rigueur comme c'était auparavant vers 1970, je ne pense pas qu'il y aurait autant de saleté comme actuellement. Il faudrait essayer que cette saleté est accentuée par la démographie, hein, beaucoup plus de Quinois, beaucoup plus de population dans la ville, c'est ce qui explique. Oui, tout le monde quitte la campagne pour venir ici. Avec comme idée en tête qu'ici il y a une meilleure vie que là-bas. Oui. Quand tu viens ici, c'est comme si tu quittais Kinshasa pour Paris. C'est comme ça qu'ils voient ça. Même si on a Bandal, c'est Paris. Bah, écoute, Angela, merci beaucoup. On te retrouve très prochainement le mardi avec un nouveau sujet sur lequel nous allons parler, n'est-ce pas? Alors, la propreté, la salubrité, l'environnement, l'assainissement de la ville de Kinshasa n'est pas que l'apanage, hein, on le disait, c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler tout à l'heure. C'est une responsabilité collective et les médias également s'y impliquent. Cas de B1, vous le savez, depuis quelques années, l'initiateur Jean-Pierre Moutamba, comme nous l'appelons, celui qui acheta, qui nous appela, qui nous engagea, n'est-ce pas, s'est lancé dans une campagne Bisso Bopeto, une campagne au cours de laquelle les agents de B1, au-delà justement d'être devant la caméra, d'être devant les micros, nous descendons également sur terrain pour assainir pas seulement notre milieu B1, mais également partout dans la ville de Kinshasa. Et qui dit mieux que de parler salubrité et musique avec la permission de Michel. Nimi atelemaki mpona kotonga Jérusalem, telema congolais kati ya mosala, telema congolais kati ya bolingo tia pe loboko na mosala, kobwaka salite na nzela te, bongisa mboka na yo linga bopeto, bongisa mboka na yo linga mosala Congolais.
Comme le dit bien, si bien l'intitulé de ce clip, Bopeto Nabiso, je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, la question de la salubrité dans la ville de Kinshasa et même en RDC de manière générale n'est pas que l'apanage des autorités, mais également une responsabilité collective qui implique autant les autorités au niveau des institutions, mais également chaque Kinois et Kinoise. Je vous le disais, un invité, d'ailleurs 3 ce matin, avec moi ici sur ce plateau, Monsieur Isaac Mukendi Chichimbi, j'ai bien prononcé. Oui. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes donc le vice-bourgmestre dans la commune de Limité. Alors, bourgmestre adjoint. Adjoint, merci. Ouais. Adjoint. Alors, une question directe tout de suite. Si vous êtes demandé ça va faire depuis 2022 que vous êtes en place. Oui, nommé en novembre 2022 et prise de fonction en janvier 2023. En janvier 2023. Est-ce que Kinshasa, est-ce que la commune de Limité reflète la belle ville de Kinshasa de manière objective? Alors, avant d'en arriver là, permettez-moi d'abord de saluer la population de Limité qui me suit en ce moment. Je sais que votre chaîne est très suivie. Merci aussi de l'invitation. Et Limité, comme toute commune de Kinshasa aujourd'hui, est assez sévie par l'insalubrité, comme on le dit. Elle n'est pas épargnée parce que nos populations kinoises vivent un peu partout, vous circulez partout. Et aujourd'hui, la qualité de la salubrité dans notre commune, jusqu'à, bien sûr, à la veille où on a le service national, laissé à désirer. Laissé à désirer parce que il était de ces responsabilités que les acteurs étatiques devaient assumer. Je vais vous prendre l'exemple de ce qui est inscrit dans la loi portant principe relatif à la protection de l'environnement. Il est assigné à l'État d'abord au niveau du gouvernement central, à la province et à l'entité territoriale décentralisée, notamment la commune, de veiller à la protection de l'environnement sur l'ensemble de notre territoire. Et cette loi nationale est accompagnée par certaines mesures d'exécution, notamment les 10003 de la ville-province de Kinshasa, qui appelle à la protection de l'environnement et qui assigne des missions spécifiques aux autorités provinciales et même locales pour que nos communes soient propres. Et si vous regardez aussi dans la loi qui organise le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, notamment la commune, parce que je vais parler de la commune, je vais m'éviter de parler de la ville ou du secteur de la chefferie qui sont aussi des entités territoriales décentralisées. Oui. Il est recommandé à l'article 50 de cette loi aux communes d'organiser ce qu'on appelle le programme d'assainissement. Ça, c'est le cadre légal qui fixe justement la problématique relative à l'assainissement sur notre territoire et pour circonscrire la commune. Maintenant, le paradoxe pour que nos communes ne soient pas propres, comme on le dit si bien, c'est que du nombre de ces missions qui sont assignées dans les cadres juridiques que j'ai énumérés tantôt, puisque la salubrité, c'est un service public, comme vous le savez, et pour que l'État rende un service public, il faudrait qu'il en perçoive la contrepartie, qui est donc la taxe sur l'assainissement. Aujourd'hui, cette taxe échappe au contrôle des communes parce que dans l'ordonnance loi 18004, cette taxe, elle est perçue par la ville. La ville, aujourd'hui, dans notre contexte quinois, elle est muée à la province parce que Kinshasa a statut des villes. Donc cette taxe-là, elle est à la ville. Vous voyez que le cadre juridique recommande aux communes de s'y atteler pour assainir leurs entités respectives. Mais lorsqu'il s'agit de la perception de la taxe, cette taxe nous échappe. Alors, comment on peut vous assigner une mission et vous départir des moyens qui vont vous permettre d'assurer cette mission? Et ces paradoxes, on est resté très longtemps parce que nous vivons dans les communes, nous pensons que les responsables... Je ne viens pas ici pour dédouaner forcément la responsabilité des communes, non, mais je viens plutôt pour vous faire comprendre le paradoxe qui existe dans notre loi. Donc, il faudrait que la loi soit changée. Donc, si on doit demander des comptes à des communes pour qu'il y ait de la propreté, il faudrait aussi qu'on donne la possibilité à ces communes d'en percevoir la taxe. Parce que si nous percevons la taxe, ça nous permet d'organiser efficacement ces programmes d'assainissement en enrôlant bien sûr des jeunes qui vont travailler dans la brigade, en faisant ce qu'on appelle la collecte primaire, c'est-à-dire collecter les déchets dans les ménages, ainsi de suite. Ça va nous permettre de pouvoir assurer de manière correcte ce travail. Mais dès lors que nous n'avons pas cette taxe, c'est pourquoi nous-mêmes, nous ne savons pas quoi faire sur le terrain. C'est pourquoi vous allez voir que nos communes souffrent avec comment ça fonctionne? C'est un problème de collaboration parce que vous savez tous que si c'est la ville qui perçoit, n'empêche à ce que la ville puisse vous rétrocéder quelque chose pour vous permettre Bien sûr, les mécanismes de rétrocession sont prévus. Mais aujourd'hui, nous accusons plusieurs arriérés. Et la ville aussi nous la comprend parce que la ville aussi devrait percevoir une quotité qui devrait venir du gouvernement central. Et donc aujourd'hui, il y a une réponse, on va dire exceptionnelle que le chef de l'État a donné, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec
la mise en place d'une task force présidentielle pour la salubrité dans la ville province de Kinshasa qui, avec les moyens, vous voyez qu'il y a des résultats probants. Justement, nous allons parler, hein, on a compris tout de suite finalement que vous avez posé les bases, une manière de dire par ricochet, de manière claire, que la ville de la commune de Limete pourrait être plus propre. Elle ne l'est pas, mais il y a un problème. On va revenir là-dessus. Elle pourrait être plus propre si elle avait assez de moyens pour... on va en parler. Bibi Chimoua, notre experte B1 en question environnementale. L'environnement à Kinshasa, qu'est-ce qu'il en est de manière générale? Mais déjà que l'autorité municipale a dit quelque chose, tous nous les constatons en fait. On peut comprendre qu'aujourd'hui avec l'arrivée de service national, donc je parle de la task force avec tout ce qui se fait sur le terrain, on est en train d'assister à une transformation, mais il faudra que l'action soit un peu plus durable. Qu'est-ce que moi je vais dire? Ça veut dire qu'il faudra s'appuyer sur les municipalités. Il faudra municipalité la question d'assainissement, comme l'autorité municipale venait de le dire. Parce que sans municipalisation de l'action d'assainissement, ça sera vraiment difficile. Dans quel sens? Le service national arrive, il le fait. Je ne sais pas si le service national aura la possibilité d'aller dans toutes les rues, dans tous les quartiers et tout ça, alors que vous l'avez dit ici que la question d'assainissement est une question collective, mais à des niveaux différenciés. Qu'est-ce que je vais dire? Les autorités sont là, ils vont faire leur part, mais il faudra que la population aussi soit impliquée. Faire sa part. Pour que la population fasse sa part, la population doit être impliquée. Au-delà de l'implication, la population doit être éduquée. La population doit être sensibilisée parce qu'on le voit, les services nationaux sont en train de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui s'évertuent encore à jeter des bouteilles comme ça, sans se gêner. Ok, même si on vous dit qu'il n'y a pas de poubelle publique, est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas une poubelle là, vous devez maintenant jeter ça là-bas? Et quand vous jetez, qui viendra ramasser? Et ce sont des gestes à décourager justement. Et avec nous sur ce plateau, on a Chériba Mopene qui est donc le président, activiste environnemental, président national de l'ASBL Gestes qui comptent. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre association? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pendant le jour de la francophonie, il y avait un groupe de jeunes qui ramassaient les déchets au stade. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah bien, on en avait fait tout un reportage qui est passé sur B1 Télévision, oui. Voilà, donc nous avons continué avec ces mêmes initiatives, avec les jeunes dont nous travaillons avec eux, où nous partons partout pour aller sensibiliser. Nous sommes dans l'équirage des rivières, donc nous avons travaillé aussi l'autre fois avec B1. Nous sommes dans le recyclage des déchets, nous recyclons les déchets. Et nous sommes dans la sensibilisation et même dans l'écriture aussi. Merci. Alors, on va revenir, n'est-ce pas, pour aborder de la question, le disait M. Isaac Mukendi. Vous êtes très actif d'ailleurs sur le terrain. Avant de vous reprendre, on va prendre ces quelques éléments. Il est dit de lui à Limete que c'est un homme des terrains. Est-ce vrai? On va le découvrir tout de suite avec la permission de Michel. Programme ya salongo yo to bandi eza musalo to katate to continuer nango ino biso de kokende ba génération mosusu koya problème ya matériel tokoki kolongola mabele tolongoli salité na terrasse mais sengeli ezala évacuer lobi ntango toya so kosala samedi prochain tomona bainondisi ezala ebele te ndenge ezalaki epuis soki polise akoma okanga bato bakokoma obanga obwaka salité bachef du quartier mpe bapesa bango valeur kopesa bango valeur po ani soki chef du quartier aza na valeur biso mpe na quartier wana tokosala salongo po soki tosakani chef du quartier akobeta biso fimbo po mokongolo congolais esengi ka fimbo soki otia na fulu na yo oyebwaka soki bakangi yo na la police ofuti $50 mayele mpe koteya biso bapanze ya autorisation oyo ezosala ntango tokokoma liboso ya maison moko boye tozolobela likambo bacomprendre ke non leta nde atindi biso na mosala bolukela biso solution nini na salongo tokoki kosala na 14e mairie soki tobimisi biloko oyo nini to camion nini ekoki koya kozwa yango poke ekende kobwaka yango biso mpe bachef de riz tozala na mwa courage oyo ekoki kopesa biso mpo tokontinuaka kosala salongo ntina bakati ya baveni na biso tovandi mosala tozosala yango c'est mpona koexécute bainstruction oyo mokonzi ya mboka ye moko apesaki tata mokonzi ya ekolo félix antoine tshisekedi tshilombo kasi difficulté mwa moke tozali torencontre mpona ntina etali bachef de riz seke na mobeko na biso fonction to mpe professeur chef de riz ezali reconu te kosengaka na mibeko oyo bakosala to oyo bakobandela esengeli baintegre mpe bachef de riz parce que bazali baacteur important mpona likambo etali propriété na makambo etali sécurité na ville ya Kinshasa même na Congo mobile. Alors, M. Isaac, on l'a suivi, hein, vous l'avez dit tout à l'heure sur le plateau, mais également une fois de plus dans cet élément que nous venons de suivre. Finalement,
il se pose un problème de structuration, d'hierarchisation, de protocole finalement, pour que vous puissiez mener à bien votre politique d'assainissement dans les communes. Et oui, merci déjà de reprendre cet élément qui regorge pratiquement le fond même de la question que vous me posez. Parce qu'aujourd'hui, dans la chaîne de l'exécution de l'assainissement, j'ai relevé un fait là-bas, c'est que les chefs de rue, déjà qui ne sont pas reconnus dans la loi, nous n'arrivons pas à les intégrer dans cette chaîne. Donc il faudra que dans les réformes qui vont être entrevues, qu'on puisse voir dans quelle mesure c'est une véritable problématique quand même, peut être reconnu, et ce qui va lui donner une certaine responsabilité pour nous aider. Parce qu'ils nous disent déjà, monsieur le bourgmestre, vous faites de moi chef de rue, mais quel est le document? On ne sait même pas leur donner un document qui leur reconnaît cette qualité, parce que la loi déjà elle-même ne reconnaît pas un chef de rue. Alors que, il vous souviendra que lors plusieurs conseils des ministres, le chef de l'État a appelé à l'implication de tous les acteurs au niveau local, notamment les chefs de rue. Il a parlé des chefs de rue. Aujourd'hui, je veux lui dire que les chefs de rue, malheureusement, nous les avons, mais de manière, on va dire des manières pratiquement factuelles, pas juridiques, parce que nos lois ne reconnaissent pas la qualité des chefs de rue. Et donc, c'est toutes ces difficultés que nous rencontrons et qui ne nous permettent pas suffisamment, au-delà bien sûr de ce que j'ai parlé du paradoxe en termes de la taxe, nous avons aussi parlé de la sensibilisation. Et l'on a réduit en fait le rôle d'assurer la propriété à Kinshasa qu'au seul rôle de nettoyage. Non. Il ne faudra pas seulement qu'on appelle l'État à nettoyer. Il y a aussi la responsabilité citoyenne. Il faudra aussi qu'on appelle les gens à une responsabilité à ne pas salir. Parce qu'on est seulement en train d'appeler l'État à une responsabilité de nettoyer, de curer, d'assainir nos milieux de vie. Mais il faudrait aussi qu'on s'attelle davantage à rappeler aussi à nos concitoyens l'obligation de ne pas salir. Mais déjà, la population a une mauvaise perception. La population a une mauvaise perception de ce qui concerne l'assainissement, la propreté. Les Quinois, lorsque nous parlons avec eux, ils ne comprennent pas réellement ce qu'il en est. Ils comprennent. Peut-être que c'est juste l'insensibilité. C'est pourquoi il faudrait les sensibiliser à cela. Vous voyez qu'avec les services nationaux, bon, bien que certains décrivent les méthodes, les personnes craignent maintenant le fouet que la responsabilité de soi à ne pas salir. Vous voyez, une conscience de soi. Oui, c'est vrai que malgré même ces vents de chicottes et tout ça, mais à certains, malgré les vidéos qui circulent, qui continuent quand même. En fait, c'est quelque chose qu'il faudra appeler à la sensibilité de notre population. Parce que ça ne sert à rien de nettoyer complètement et que ce soit propre à 8 heures, mais à 10 heures, il y a quelqu'un qui... Justement, il faudra quand même planter le décor, parce que on parle de la sensibilisation de la population et tout ça, on comprend, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour maintenir nos endroits salubres? Je vais donner un exemple. J'ai parlé du nettoyage, ça on a compris, c'est vrai qu'il faut évacuer, mais après ça, il faudra mettre des dispositifs tels que des poubelles publiques. En dehors des poubelles publiques, on a aussi un problème des décharges. Dans votre commune, combien de décharges publiques il y a? On doit d'abord commencer par là, parce qu'on sait qu'avec le projet Paro de l'Union européenne, par exemple, on a eu à construire des décharges publiques et c'était facile, même pour les dispenseurs et les autres. Vous êtes cultivé, vous connaissez cette histoire du projet Paro. Oui, qu'est-ce que je voulais dire là? Ça veut dire quoi? Cette habitude-là, mauvaise habitude, je dirais, qui consistait à transformer nos rivières en des collecteurs d'eau en décharges publiques, avait presque disparu et tous commençaient à se diriger vers les décharges publiques parce qu'il y en avait. Il y avait aussi une bonne fréquence d'évacuation de ces déchets-là. Parce qu'on a compris qu'après le projet, c'est là où ça a créé des problèmes. Les décharges étaient là, mais les immondices n'étaient plus évacués et ça constituait maintenant des sources des maladies. On a vu la population descendre dans la rue, battre le pavé pour dire qu'ils devaient enlever parce que nous sommes exposés aux maladies et tout ça. Donc on doit d'abord partir de là. On a assaini, c'est bien, mais après ça, qu'est-ce qu'on doit mettre? Et après ça, maintenant, on reviendra maintenant à la population, parce que la population aussi a un rôle à jouer. Peut-être que vous, chez vous, pouvez quand même nous dire, à ce stade, combien de décharges publiques vous avez? Est-ce que vous avez encore un besoin en termes de décharges publiques? Qu'est-ce qu'il faudra mettre? Les poubelles, c'est où il faudra le mettre et tout ça. Alors avant de voir M. Chérubin, quand même une réaction, vous comprenez, c'est une journaliste. Quelle est la politique justement de la commune de Limité par rapport aux décharges? Effectivement, avant de vous donner les chiffres en termes de décharges, j'ai félicité ici le fait que vous soyez cultivé. Vous avez parlé du projet Paro, qui était un projet avec l'Union européenne. Et qui constituait déjà un écosystème type qui peut nous permettre, si il avait été pérennisé, que nous ayons une capitale propre. Aujourd'hui, avec la flambée démographique, c'est ce qui justifie aussi que notre capitale devienne de plus en plus sale. Mais cet écosystème a été brisé à un moment parce que l'Union européenne finalement était partie.
Et on a légué ce programme d'abord au gouvernement central. Qui avait une durée bien déterminée. Et puis après, on l'a remis au gouvernement provincial qui lui aussi à un certain moment était essoufflé et ça s'est arrêté là. Donc c'est à partir de ce moment que l'écosystème a été, on va dire, troublé. Et les décharges dont vous faites allusion, pas qu'à Limité, dans l'ensemble de nos communes, ont été spoliées aujourd'hui. Il n'en existe presque plus. À Limité, il n'en reste, je peux en compter qu'une seule ou deux décharges qui existent. Et que nous, les communes, nous avons eu à dénicher fortement parce que celles-là avaient été spoliées. Donc il y a aussi un précédent que nous héritons. Et les efforts qui sont en train d'être fournis par notamment les services nationaux ne devraient pas se limiter, comme vous l'avez dit, au seul nettoyage dans les artères principales. Parce qu'il faudra rentrer les grands déchets, je vous le dis, parce que ceux qui longent nos boulevards sont, je peux dire qu'elles représentent le 3% de ce qui peut se retrouver à l'intérieur des communes. Et là, c'est beaucoup plus grave. Parce que les ménages produisent, à Limité, nous avons près de plus de 100 000 ménages. Vous savez la quantité de déchets qui est produite chaque jour par les ménages. Vous avez je vous le conseille de dire que la population, c'est vrai qu'elle a une certaine responsabilité, mais il faudrait aussi que l'État fasse un grand travail pour d'abord récupérer ces sites qui ont été spoliés. Et je pense qu'avec la réunion que nous aurons imminemment avec le service national, puisqu'ils ont déjà eu à nous contacter dans l'informel, nous allons devoir relever cette problématique de la récupération des décharges au niveau des communes pour que ceux-ci servent de lieux de transit. Déjà que le gouvernement provincial a fourni un grand effort en récupérant les sites de Passa. Oui, de Passa, exactement. Ça va maintenant nous permettre à ce qu'on ait des lieux de transit. Et de ces transits, il faudra maintenant penser à les amener dans la décharge. Steve, excusez-moi, par rapport à tout ce que nous avons vécu, est-ce important de continuer avec l'enfouissement des déchets en lieu et place, par exemple, de songer à la valorisation, au recyclage et tout ça, parce que jusque-là, tous les déchets avaient pour destination finale enfouissement dans le centre technique en Passe, alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu comme expérience et autres, ça a quand même permis aussi d'inspirer, comprendre que ces déchets peuvent aussi constituer des principales sources de revenus, vous voyez, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat de jeunes, on parle de la valorisation des déchets, la transformation et tout ça. Aujourd'hui, parler de la question de l'assainissement sans faire allusion à une gestion intégrée de ces déchets-là, ça sera presque impossible, ce ne sera pas une solution durable parce qu'il faudra réduire, c'est vrai qu'on produit déjà, qu'avec la démographie, on comprend qu'on va plus produire. Aujourd'hui, on est aux environs de 12 millions de déchets produits les jours, vous voyez, et déjà 12 millions de tonnes en fait. Et parlant de ces déchets, on nous dit qu'à Kinshasa, on a plus de 40% des déchets d'ordre organique. C'est énorme quand même. Hein? Oui, c'est énorme. Alors, quand on a ça, il y a la possibilité, par exemple, avec les déchets organiques, de songer au compost. Il y a la fabrication du biogaz, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en train de mettre la pression sur nos ressources à la recherche de l'énergie et tout ça, mais ça peut quand même ça peut servir aussi. On va revenir sur ça, vous allez réagir. Chérubin Mopene, monsieur le le bourgmestre adjoint le disait tout à l'heure, il y a également l'implication des autorités, mais également de la population. Alors, vous, au sein de vos structures, vous sensibilisez justement la population à s'impliquer dans la question de la salubrité de la ville de Kinshasa. Sur le terrain, est-ce que vous avez comme l'impression que la question de l'assainissement intéresse les Kinois? Bon, sincèrement, je suis déjà premièrement fier d'être côté de son Excellence Messier de bourgmestre parce que nous avons eu à travailler à plusieurs fois avec la commune de Limité. Nous avons eu à créer des rivières, faire quelques projets de recyclage, notamment avec maman bourgmestre Nathalie Lamba. Voilà, nous avons eu à faire beaucoup de projets avec elle. Alors, déjà, tout en état sur terrain, avec la population, nous avons toujours une vision, quand nous réalisons un projet, d'aller vers la population. Non pas directement vers la population, pour que la population s'apprenne un peu de ces projets-là. Parce que si vous ne les faites pas, dites-vous que ces projets déjà voués à l'échec en fait. C'est que nous avons eu à expérimenter. Donc la population quinoise, quand vous les approchez, ils sont réceptifs en fait. Ils viennent vers vous et puis vous allez travailler. Mais quand vous les remettez à l'écart, vous allez trouver aussi qu'ils vont se mettre vraiment à l'écart. Et vous êtes des hommes de terrain, d'ailleurs, avec la permission de Michel et Angela, on va un peu inverser les choses, on va prendre justement l'assainissement, la sensibilisation que vous faites sur terrain. On va peut-être parler au quotidien, mais de manière régulière. Et ici, on a justement un élément où vous êtes sur terrain en train de sensibiliser les Kinois sur le fait de ne pas jeter des déchets dans les caniveaux. Et c'est tout de suite avec la permission de Michel. Merci.
Aujourd'hui, on le disait d'ailleurs, les autres intervenants ont abordé la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette sensibilité, en fait, cet état des choses sur le terrain avec les bâtisseurs, il passe, mais après il y a des déchets qui reviennent. Comment vous l'expliquez? Inconscience, incivisme, ou simplement les Quinois n'ont pas encore réellement compris qu'un état salubre de leur environnement est également important? Voilà, moi je trouve que, bon, avant normalement que les services nationaux commencent à travailler, il fallait qu'ils commencent par la sensibilisation de la population. C'est tellement important. Moi je pars toujours dans les faits. Vous voyez, pendant par exemple le jour de la francophonie, les premiers jours où nous avons débuté avec nos activités par exemple, nous sommes allés au stade et je me suis retrouvée toute seule. J'étais tellement seule dans les stades en train de sensibiliser. Vous avez avec vos gants et tout le reste, oui. J'étais seule et puis j'ai vu des chégués. J'ai dit voilà, j'étais habillé en veste ces jours-là. J'étais habillé en veste et puis en cravate. Alors j'ai dit aux chégués, voilà, je suis chérubin. Ce que j'ai fait, je viens pour sensibiliser. Alors, on avait une équipe qu'on devait entrer dans les stades, mais les amis n'étaient pas présents en fait. J'ai dit, oui, d'ailleurs, pendant que vous parlez, Michel, hein, c'est cet élément de la francophonie, n'est-ce pas, peut parler d'illustration, allez-y. Voilà. Donc, j'ai dit au Cheikh, voilà, je suis seul en fait. Alors, si nous voulons maintenir cette propriété, parce qu'à l'époque, c'était vraiment beau, le gouvernement avait bien travaillé et tous, on voyait que la ville était tellement propre. J'ai dit, si nous voulons maintenir cette propriété, alors il serait mieux pour nous de mettre en place un système où nous allons bien gérer nos déchets et voir comment est-ce que nous pouvons recycler. C'était notre pensée. Voilà, on voit d'ailleurs en image là ce que vous faisiez à l'époque. J'ai initié cette activité et les chégués, parce qu'on avait travaillé avec les chégués, ils ont appris et puis nous allons chégués qu'on appelle enfants de la rue, vivant dans la rue. Voilà, oui. Nous allons commencer à travailler avec eux. Jusqu'aujourd'hui, il y a quelques-uns aussi qui continuent à travailler avec eux. Ah oui? Donc, c'est une histoire qui a débuté juste comme ça. Et je me dis, la population congolaise a un problème de la connaissance et de l'information. Ça, je l'ai dit. Alors, raison pour laquelle, moi-même, avec Mascotou, il m'a proposé un livre. Je vais parler d'ici. On en parlera tout à l'heure, oui. Les déchets. Nous avons proposé ce livre parce que sur terrain, nous comprenons que les amis ou la population ont encore des problèmes sur la formation et la connaissance environnementale. Alors, il a fallu commencer par l'information, passer l'information aux populations quinoises. Voilà, les problèmes, c'est ceci. Même s'ils les comprennent déjà, mais il faudrait encore les rappeler, leur faire voir que c'est pour leurs intérêts que nous sommes en train de faire cette... Information, monsieur Isaac, est-ce que vous pensez que justement dans ces actions menées par le service national sur terrain, il y a quand même un manque en termes de sensibilisation, d'implication des Quinois? On a plus l'impression que c'est les bâtisseurs qui passent sur terrain, mais la population, peut-être qu'il n'y a pas de formation, de sensibilisation, de vulgarisation. Est-ce que vous pensez que c'est un manque justement dans cette action menée par le service national? D'abord, avant d'arriver là, il y avait une question en suspens. Ah, très bien. Du modèle économique. Je vous en prie. Appeler. Oui. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il est clair et vrai qu'avec tout ce qui a trait avec la protection de l'environnement, tout le monde, on est tous d'accord que enfouir les déchets pollue notre environnement. Exactement. Et ça ne permet pas que nous ayons de l'air paisible. Encore moins les brûler, parce que certains le brûlent encore. Donc aujourd'hui, on doit penser sur le modèle économique. Je pense que c'est ce qui manque à la chaîne de valeur aujourd'hui en République démocratique du Congo. Parce qu'on n'a pas encore un modèle économique propre à nous pour la révalorisation de nos déchets. Alors qu'ailleurs, je vais vous prendre l'exemple du Sénégal, où d'ailleurs le coordonnateur de bourgmestre, Jean-Serge Poba, bourgmestre de Lemba, où il s'était rendu à un grand sommet sur la transformation des déchets liquides. Le Sénégal est très avancé par rapport à nous. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les déchets, ça représente une richesse. Je pense que si l'État, quand je parle de l'État souvent, je m'indexe parce que je suis dedans. Tout à fait. Il faudra que chacun, à son niveau de responsabilité, puisse déjà réfléchir sur le modèle économique à présenter. Parce que très récemment, j'ai suivi dans un des comptes rendus du Conseil des ministres qu'il y aurait un grand financement qui viendrait de la Banque mondiale. Plus de 200 millions de dollars seraient disponibles très prochainement pour des projets de révalorisation de déchets, pour qu'il y ait des bons modèles économiques, pour que les déchets prennent de la valeur. Donc, aux jeunes entrepreneurs, vous êtes M. Chériba, que je salue aujourd'hui et avec qui nous avons eu à mener beaucoup d'initiatives à l'IMET, d'y penser déjà, pour que quand les financements viendront, que vous n'y pensez pas pendant que les financements sont là. Pensez-y déjà à proposer des modèles économiques pour que nos déchets prennent de la valeur. Et pour revenir maintenant à votre préoccupation, je pense qu'au tout début, ils ne le faisaient pas, mais ils se sont rattrapés très vite. J'ai vu... qui sont maintenant sur une phase aussi sensibilisation.
il y a un monsieur en SN qui passe avec les micros, tout ça, dans les rues, pour sensibiliser les populations. Je l'ai vu très récemment sur l'avenue Kimbuta, dans la commune d'Ndjili, en train de sensibiliser, et même à Capella aussi, en train de sensibiliser la population, avant que les SN n'arrivent. Et donc, le fait d'intégrer déjà cette dimension, c'est très bien. Est-ce que c'est plus des sensibilisations ou plutôt des avertissements qui doivent déjà dégager avant d'arriver, ou c'est plus la sensibilisation? Non, je pense que les deux riment. Oui. Parce qu'au-delà du fait de sanctionner, il faudrait d'abord que la personne sache pourquoi elle est sanctionnée. Donc, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais avec le contexte congolais, il faut toujours sensibiliser. Et donc, sensibiliser aussi sans sanctionner, c'est banaliser l'incivisme. Donc, il faudra au préalable sensibiliser pour que quand la sanction viendra, que nul ne prétexte n'avoir pas été mis au courant. Parce que vous parlez seulement de l'insalubrité. Aujourd'hui, il y a aussi l'occupation des emprises publiques qui pose énormément de problèmes. La chaussée, elle est tellement rétrécie que les passants, au lieu de marcher sur les endroits qui sont appropriés pour les passants, ils sont en train de marcher sur la voie et c'est ce qui crée même les embouteillages et même et tout le reste. Les défis en termes de circulation, justement, de viabilité de nos voies. Bibiche, vous parlez tout à l'heure au début de l'émission de l'éducation environnementale, l'éducation civique. C'est un manque criant au sein de la population. Oui, et elle est très importante déjà. Je voulais quand même compléter le vice-bourgmestre par rapport à ce qu'il a dit. Lorsqu'on parle de la sensibilisation aujourd'hui, et lorsque la sensibilisation est accentuée, ça pousse aussi à l'appropriation même de la vision, de la lutte contre l'insalubrité et tout. Parce que quand il n'y a pas appropriation de la population, que vous le fouettez, que vous faites tout ce que vous voulez, ça sera difficile. Alors tout c'est là pour qu'on arrive à cette appropriation, la personne doit comprendre, la personne doit être sensibilisée. Quand la personne est éduquée, la personne a les informations qu'il faut et la personne sait comment se comporter par rapport à telle ou telle autre situation. Mais lorsque la personne n'est pas sensibilisée, il n'y aura pas appropriation, il va simplement vous dire « Oh, makamna bango ». Vous voyez comment ça passe? Et quand la personne vous dit « Oh, makamna bango », puis c'est fini. Donc c'est un désintéressement. Comment faire en sorte que cette population puisse s'intéresser à ce que vous faites? Vous devez la sensibiliser. Écoutez, aujourd'hui, on a nettoyé par exemple les espaces publics et tout ça. Tout le monde a compris que même l'air a changé, la qualité de l'air a changé. Vous dites « Oh non, mais écoutez, le service national a fait un grand travail. Je pense que c'est important. Nous voulons que ça puisse continuer comme ça et tout ça. » Mais ils étaient là. Ils pensaient que c'était impossible. Alors que c'était possible aujourd'hui. Rien que le service national, avec le service national, on a pu montrer que c'était possible de faire quelque chose. Mais justement, Bibiche, parlons de cette éducation. Avant de prendre le prochain élément, est-ce que vous pensez que cette sensibilisation, c'est une question ouverte à tous les trois, en une minute, est-ce que vous pensez que cette sensibilisation devait commencer également dans le programme scolaire? Oui, partout. Quand on parle de la sensibilisation, dès le bas âge, c'est à tous les niveaux. Oui, même à l'école déjà, même à l'école maternelle. Parce le programme scolaire. On a dit ici que c'est une question collective à des niveaux différenciés. Donc, même un enfant peut faire quelque chose. Parce que si déjà un enfant vous dit non, il ne faut pas jeter là. Si déjà lui, à 3 ans, il ne s'est pas jeté là, celui de 2 ans ne jettera pas, celui de 5 ans ne jettera pas non plus. Mais lorsque vous vous dites que nous devons d'abord considérer plus les adultes, laisser les enfants, ce qu'ils grandissent et tout ça, mais ils grandissent dans quel environnement? Ils grandissent avec quelle mentalité? Vous voyez? Or, nous avons besoin aujourd'hui des éco-citoyens. Okay? C'est une question de santé publique. Il est important que chacun puisse mettre la main à la pâte. Donc, enfants, adultes, vieux, tous avant d'être impliqués. Il faut rendre le programme scolaire, c'est quand même important déjà dès le bas âge d'initier les enfants. Très, très, très important. Parce que d'ailleurs, quand je parlais de mon livre, Les déchets, donc initiation des enfants à la gestion et au trait des déchets, donc ça fait directement lien avec les enfants. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi je suis toujours sur le terrain. Mais quand je pars sur le terrain, que je travaille, je trouve que les gens ne sont pas vraiment informés sur les questions environnementales. Alors je me dis, la question, nous devons commencer par les enfants. Alors aujourd'hui, nous proposons même un livre qui enseigne les enfants comment trier, comment gérer leurs déchets. C'est pour leur donner des informations. Et les enfants sont des bons ambassadeurs. Et j'ai déjà essayé de l'expérimenter avec ma cousine qui est à la maison. À chaque fois quand on parle de la gestion de l'environnement, elle a quel âge? Elle a 10 ans. 2 ans, déjà, elle est déjà impliquée. Voilà, elle est déjà impliquée. Et puis parce que j'ai créé même un système chez moi, tous mes déchets plastiques sont jetés quelque part. Cette fille, quand elle voit un sachet, directement, elle ramasse ces sachets-là pour aller jeter. C'est déjà inculqué dans sa conscience. Et monsieur Isaac, c'est important déjà à l'école primaire, déjà de mettre les enfants dans ce bain. Effectivement, c'est un plaidoyer d'ailleurs que nous menons depuis toujours, même avec ma titulaire, Madame la bourgmestre Nathalie Alamba, parce que l'Émété est réputé avoir le plus grand nombre d'écoles. Nous avons beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants qui consomment chaque jour à la récréation, produisent énormément de déchets et à notre niveau, nous essayons de sensibiliser les écoles. Parlant d'appropriation, il ne faudra pas seulement que nous
que les seuls à s'approprier soient les dirigeants ou les acteurs que nous sommes, ou la population. On doit aussi parler des personnes morales. Les sociétés, les entreprises doivent aussi s'approprier de cette question. Et c'est là, mais cette question de la responsabilité sociétale environnementale. Je voulais en venir justement de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, chaque entreprise doit savoir que dans son domaine d'activité, elle doit aussi accompagner l'État dans l'accomplissement des besoins communautaires ou aider l'État là où l'État est en train de faillir. Et c'est là je voudrais évoquer la très belle expérience que nous avons vécue très récemment avec l'Abra Congo, qui a été une des rares entreprises délimitées dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises, à accompagner 15 écoles délimitées pour la formation de 50 000 élèves sur les ABC de l'assainissement. Ce que vous dites là, déjà l'Abra Congo l'a fait, où on voit déjà les élèves de la maternelle, de l'école primaire savoir déjà les ABC sur les tri des déchets. Et parfois, ils les répercutent, même dans les maisons, les parents ont témoigné, voir que les enfants sont en train de leur dire « Papa, ça on ne jette pas ici, ça on ne jette pas là-bas, il ne faudra pas brûler, il ne faudra pas ceci. » Donc, il faudra aussi qu'un grand travail puisse être fait pour récupérer les générations futures. Exact. Parce que les nôtres, on se bat quand même. Nous sommes en train d'intérioriser. Voilà. Mais après, ici, même... Il y en a qui viennent, c'est un héritage. Après, quand ils vont consommer, ils auront cette facilité de jeter. C'est un héritage à donner. Alors, on va prendre cet élément, n'est-ce pas, où vous êtes une fois de plus sur le terrain. Ouais. Alors, il y a quelque chose de particulier. Moi, personnellement, quand j'ai su cet élément, ça m'a un peu fait rire, monsieur le bourgmestre, le bourgmestre adjoint. Justement... on ne va pas peut-être dire menace, mais interpelle les habitants de Limete justement sur le fait de pouvoir respecter l'assainissement dans la ville de Kinshasa. C'est avec la permission de Michel et Angela. Mais où est balabala l'État? Moi, selon les informations qui me sont parvenues dans la commune, il y a des bosseurs, le pont Nabino, donc vous en avez droit au chat. Non. Il faut déjà voir ça, que base déjà à disposition, à moins d'une semaine, la commune viendra. Merci. D'accord. À Tabino, je vais éviter que le gouverneur Daniel Bumba lobaki que Salongo, avant 10h, nous avons fait la tête. D'ailleurs, nous avons le quartier Salongo, mais vous avez ça Salongo. So il y a samedi prochain, so il y a moni bofongoli avant 10h dans Okanga. Na kangi maison, na kangi nayo, comme ça responsable de Hollande. Oyoki. Et si quoi avant 10h ba fongola lisusu te. Et tu yo fongoli tu na 10h fait maman na. Samedi prochain na oya au salon na bi. Donc avant 10h ku fongola. Yokani maman. Ça. Tala ba nini ba ponu na terrasse, zo te kablo a rolia. Ozolongola pona lobby. Prochainement, ceux qui naïe, na rokanga yo na ba bébé na yo toke na commune. Konga na kangi na ba bébé yo ba teke yo bana nga ba otika na nani to jina bana na yo toke. Isaac, c'était une menace en l'encontre de cette maman? Non, c'était juste façon de taquiner. Oui, on l'a compris. Je suis un juriste, je suis avocat, donc l'arbitraire m'est interdit. C'était juste une façon de rire un peu, vous voyez, parce que quand on se promène avec beaucoup de policiers, pour nos populations, parfois ça ressemble un peu à une menace, comme s'ils ont peur. Alors pour essayer un peu de... Justement, c'est dissuasif, c'est pour faire peur. Pourquoi justement faire une descente? Sur cet élément, c'était peut-être dissuasif, mais l'intérêt pour moi, c'était de sensibiliser la population. Parce qu'il ne faudrait pas seulement appeler les gens à assainir sans savoir comment le faire, où il faudrait acheminer. Donc il faudrait faire un travail de sensibilisation. Et donc cet élément, c'est dans les quartiers Salongo, d'ailleurs un quartier très réputé délimité, où je faisais comprendre à cette population que les salons que nous connaissons, c'est justement garder notre environnement propre. Mais comment on peut comprendre que vous viviez dans les quartiers Salongo, mais que vous ne vous adonnez pas aux Salongo? Donc vous ne reflétez pas. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Donc j'étais en train de sensibiliser cette population, et d'ailleurs qui a adhéré. Et je salue particulièrement les habitants du quartier Salongo, d'ailleurs, qui ont gagné le tournoi que j'ai organisé à Limete très récemment. Donc c'était les quartiers gagnants. Et j'espère qu'ils vont maintenant gagner en termes de propriété dans leur quartier. Josué Kaninda, n'est-ce pas, avocat également, pasteur, très intéressé également pour les questions environnementales. Merci de nous rejoindre. Merci. Alors, vous venez plus ici à Kinshasa, c'est vrai, vous êtes quand même parti, mais de temps en temps vous revenez. Alors, lorsque vous rentrez à Kinshasa, est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a une amélioration justement dans la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non plus non. Mais bon, surtout dans la commune de Limete. Pourquoi j'ai dit oui et non? Parce que d'un côté, mon dernier passage ici il y a quelques temps en arrière, il n'y avait pas les efforts que j'ai retrouvés aujourd'hui. Et ces efforts qui sont mis en place me permettent de dire qu'il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, il faut le regarder à moitié plein. Parce que je crois que le travail dans le domaine de l'assainissement demande tout un parcours. Et vous ne pouvez pas assainir une ville qui a été sale pendant plus de 30 ans, de 40 ans, en un mois. Ce n'est pas possible.
Donc d'un côté, s'il y a quelques mois, je revenais, je me disais, mais cette ville devient de plus en plus sale. Je me dis qu'il y a des efforts aujourd'hui, quitte à nous de les encourager pour que voilà, la ville devienne de plus en plus... Est-ce que justement ces efforts, vous les considérez, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont plus conjoncturels que plutôt pérennes, qu'il faudrait mettre sur pied? Mais bon, même si les efforts étaient conjoncturels, il faut commencer quelque part. Et si on commence quelque part, voilà, la conjoncture peut nous amener justement à nous dire, on vit vraiment dans la saleté, il faut que ça change. Et on commence quelque part, les gens commencent à prendre conscience. Et il y a une nouvelle génération qui voit ce qu'on n'avait pas vu il y a plusieurs années et qui commence à apprécier justement ce qu'ils voient aujourd'hui, et ça peut justement apporter un plus. Donc même si c'est conjoncturel, ça peut devenir pérenne tant que les gens apprécient ce qui est en train de se faire dans la conjoncture d'aujourd'hui. Monsieur Isaac, ce qu'on voit aujourd'hui avec le service national, plus conjoncturel ou plutôt pérenne? C'est déjà une task force qui a une durée de vie, donc c'est conjoncturel, mais je m'allie à ce que dit le pasteur Josué, c'est que d'une habitude conjoncturelle peut naître la pérennité. Oui. Je donne l'exemple, lorsque nous avions eu le Covid à l'époque, il était interdit l'exposition des corps, comme on le voyait assez souvent, au veillée mortuaire avec le corps sur place, mais de la conjoncture est née une situation pérenne. Aujourd'hui, pour exposer un corps, déjà il faut avoir l'autorisation de l'autorité urbaine. Mais déjà, c'est interdit de passer nuit avec un corps dans une salle de fête ou même dans un milieu familial. Donc, d'une conjoncture est née la pérennité. Donc, les efforts fournis par le service national doivent être pérennisés, mais pérennisés avec justement l'appropriation auprès des autorités civiles, le bourgmestre que nous sommes. C'est pourquoi je salue déjà le pas qu'ils ont fait vers nous et la séance de travail que nous aurons. Peut-être que ce sera le début vers la pérennité de ces... Monsieur Chérubin, on le disait, hein, je vais donner un exemple concret, typique, au niveau du Kitambo Magasin. On a vu les bâtisseurs qui sont passés, qui n'y sont plus peut-être 24 heures sur 24, et déjà la saleté revient. Alors, vous, de votre expérience, vous venez du district de la Tchango, comme on le dit, est-ce que vous avez comme l'impression que ces actions menées par les bâtisseurs après des semaines, sont encore très visibles sur les terrains? Ce qui est vrai, oui, mais je dirais au moins en moitié. Pourquoi la population ne s'est pas encore appropriée de cette situation? Alors c'est un peu compliqué parce que quand ils travaillent et ils passent et que la population vient encore rejeter ou déjeter les déchets, ça crée vraiment un petit souci en fait. Alors moi je crois, je suis tellement optimiste pour ces actions de Task Force parce que nous devons les accompagner. Nous devons vraiment les accompagner. D'ailleurs, il y a un projet que nous sommes en train de discuter avec maman bourgmestre pour que Geste qui compte accompagne la commune. Et je suis même en contact déjà avec l'équipe de Task Force parce qu'avec ma structure on essaie de travailler comme ça. On va les accompagner pour que ces activités soient pérennes, que ça soit durable en fait. Mais est-ce que vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas un manque criant quand même d'équipement de ces agents, des bâtisseurs? Est-ce que vous pensez que quand même ils sont assez équipés au regard de la mesure, de la grandeur justement du travail à accomplir? Moi je ne parlais pas d'équipement d'abord, je dois d'abord parler de la volonté. On est parti d'une certaine volonté, on est en train de voir ce que c'est en train de produire sur le terrain comme résultat. Équipement ici, c'est savoir qu'est-ce qu'ils font. Nettoyage simple. C'est un nettoyage simple, ils ont les balais, ils ont les pelles et ils évacuent, ils mettent dans les bennes et ils partent, comme on a dit, jeter. Jusque là, moi je ne connais pas la destination finale, les centres techniques de Mpassa ou autre, je ne sais pas. Et en troisième lieu, s'il faudra parler de la gestion intégrée des déchets, là je pense qu'il y a un manque criant d'équipement. Il faudra quand même songer à ce qu'on a dit ici, la valorisation des déchets, il faudra songer au recyclage, il faudra songer, comment je dirais, à tout ce qui va avec question de rendre salubre et de façon durable notre environnement. Vous voyez? Et il faudra aussi songer aussi à une certaine expertise parce que c'est aussi le renforcement de capacité. On parle aujourd'hui de la gestion intégrée, mais il y a plusieurs composantes. Il faudra que nous puissions aussi avoir des capacités qu'il faut pour traduire cela en acte. Ce n'est pas aussi facile, vous voyez. Et voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous pensez justement que la politique encore ambiguë justement du recyclage en RDC est un véritable manque à gagner? Bon, recyclage politique ambigu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être il faudra s'appuyer sur la réglementation
Vous l'avez dit, vous transformez déjà du plastique en pavé, c'est ça? Oui. C'est déjà quelque chose. Lui, il part de là, il s'est dit, bon, que j'essaye déjà de voir ce que moi je peux. Il va du plastique qu'on a jeté à la transformation au recyclage. On arrive aujourd'hui à produire des pavés d'ailleurs qui sont vraiment durables, qui tiennent pendant plusieurs années. Mais maintenant, il faudra aussi voir dans quelle mesure l'État peut maintenant les accompagner. Vous voyez, c'est vrai qu'ils travaillent avec le moyen de bord, ils sont encore en train de se rechercher, mais il faudra vraiment planter les décors pour essayer d'inciter encore un peu plus comment je ne parle pas l'appropriation, mais voir dans quelle mesure que les autres entrepreneurs puissent aussi s'intéresser à ce domaine vers là. Les entrepreneurs, José Kanimba, justement, est-ce que vous avez comme l'impression de votre constat que l'État s'implique davantage dans les différentes structures comme les ASBL pour accompagner justement les municipalités, les bourgmestres et autres? Est-ce que vous avez comme l'impression que l'État s'implique justement dans les différentes structures ONG existantes? Déjà, l'image que vous avez passée tout à l'heure de mon voisin direct, le vice ou le bourgmestre adjoint délimité, démontre que l'État est déjà dans une logique d'accompagnement. Je crois que j'ai vu aussi une autre image, si je ne me trompe pas, c'était le bourgmestre de Lancélé, qui lui également était en train de... vous avez parlé tout à l'heure d'une menace, mais bon, qui est en train de sensibiliser une menace positive, les gens de sa municipalité. Donc je crois que l'État, le bourgmestre adjoint parlant tout à l'heure a dit, quand je parle de l'État, je ne m'éloigne pas parce que je suis dedans. Il ne se dédouane pas. Donc je crois que l'État fait ce qu'il faut faire. Parce que à la limite, la petite colère que nous avons vue du président de la République lors d'une de ses descentes peut déjà tout définir, peut tout dire. C'est le président qui se fâche parce qu'il remarque que les mêmes routes qu'on vient d'arranger sont en train de devenir de plus en plus trop sales, comme si elles étaient vieilles d'il y a 10 ans alors qu'elles n'ont pas 6 mois pour certaines. Donc je crois que l'État fournit des efforts, mais à la question de savoir si l'État accompagne réellement ces structures, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que ces structures se reconnaissent encore pour certaines comme étant indépendantes, travaillant encore seules, avec des moyens de bord. Quand l'État maintenant écoute ce que ces gens sont capables de faire, il est temps que l'État s'intéresse justement pour savoir comment les accompagner. S'ils sont capables de produire déjà, de passer du déchet à des pavés, si l'État mettait de moyens, je crois qu'on aura des routes remplies en pavés. Moi, je vis dans des pays où je vois des routes entières qui ont été arrangées en pavés. Et ça apporte un plus dans le domaine de la propriété, de la salubrité et tout ce que vous voulez. Donc, je crois que c'est très important que l'État s'intéresse. Mais en même temps, que les voies de communication entre l'État et les particuliers deviennent encore beaucoup plus ouvertes. Ça permet aux particuliers de s'adresser à l'autorité afin de se faire connaître. Parce que certains, ils ont de bons projets, mais ils ne peuvent peut-être pas parler à l'autorité. Heureusement qu'ici, il y a une des autorités à qui on peut parler. Des projets parfois détournés? Détournés aussi, c'est ce qu'on nous laisse entendre. Vous arrivez avec votre projet, si vous n'avez pas un meilleur ancrage, c'est fini. Après, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. C'est exact. Vous avez reçu des projets non accomplis. J'ai comme l'impression que je suis en train de subir. Subis toutes les autorités. Mais bon, vous êtes là, vous les représentez, donc faites avec. Voilà. En fait, c'est une réalité. Vous parlez des projets volés, on en a connu beaucoup. Et souvent, d'ailleurs, moi, je reçois beaucoup de jeunes qui viennent, qui disent que voilà, j'ai tel projet, mais je ne sais déjà pas à qui m'adresser. Parfois, nous les orientons et nous essayons de les conduire ou de les montrer à qui ils doivent s'adresser réellement. J'ai parlé ici de ce financement imminent en termes des millions pour, qui arrive pour le modèle économique attribué à nos déchets. Donc, il faudrait que les gens déjà s'en approprient. Le problème aussi, c'est l'information. Nombreux n'ont pas l'information. Donc, à ces structures-là qui auront besoin de financement, c'est le moment d'y penser déjà, de trouver la bonne information, d'avoir un projet qui réponde aux normes, parce que nombreux aussi n'ont que des projets que de noms. J'ai reçu une jeune dame, j'ai oublié son nom, elle est venue, elle avait toujours ce même projet de la transformation des déchets en pavés. Mais elle n'est pas formalisée, elle n'a ni papier, aucune... mais elle a du savoir-faire. J'ai dû l'orienter pour lui montrer ce qu'elle doit faire, et là, elle est sur la phase de formalisation de son activité. Et donc, aux jeunes aussi d'avoir la bonne information, mais de savoir aussi, l'État pour financer doit avoir la certitude qu'elle finance une personne réellement assise. Et la plupart, ce sont des personnes morales, donc des sociétés, soit des établissements, même des ONG, donc il faudra avoir la forme qu'il faut pour que l'État vous accompagne. Alors une question à tous avant de nous séparer, on va commencer par Bibi Chungoa. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, certains qui nous le disent, je vais le dire en lingala et puis traduire,
Quinoa, il faut fouet. Est-ce que vous êtes d'avis que même pour la question de la salubrité dans la ville de Kinshasa, il faut le fouet? Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faudra qu'il y ait des mesures contraignantes. Parce que sans mesures contraignantes, il sera difficile à ce que nous puissions atteindre des résultats. Quels seront les justes milieux avec la sensibilisation? Comment? Quels seront les justes milieux avec la sensibilisation et le fouet? Quelqu'un qui est déjà sensibilisé, c'est quelqu'un qui est déjà informé, qui a assez de contenu par rapport à une quelconque situation, savoir comment se comporter. Vous voyez, déjà la sensibilisation nous permet de savoir quel type de comportement adopter par rapport à telle problématique. Ok? Mais maintenant, lorsque cette même personne-là, sensibilisée ou qui n'a pas voulu accepter ces informations-là, qui ne veut pas en fait, faire partie de cette sensibilisation, qui fait aller à l'encontre de la loi, à l'encontre de cette sensibilisation, c'est tout à fait normal. Est-ce que cette personne-là soit sanctionnée? Parce que sans sanction, il sera difficile au fait d'attendre des résultats. Moi, je me dis qu'à un certain moment, c'est aussi important. Chérubin, à quelle sanction, par exemple, vous pensez qu'il faudra infliger au-delà, peut-être aussi pas, l'espace que nous voyons sur les réseaux sociaux? D'accord. Déjà, je vais parler à l'excellence parce que je suis un jeune, comme vous le voyez. Donc, j'ai déjà une SBL et j'ai aussi créé une entreprise. Donc, j'ai tous les documents complets. Donc, on peut aussi me faire confiance pour les projets qui arrivent. Mais les financements ne viendront pas cher. Vous pouvez aussi m'orienter au moins. Ça, c'est ce que j'ai demandé. Ok, voilà. Présentation. Merci, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc, pour votre question, moi, je prends toujours les sanctions. Donc, les sanctions, que ce soit positives, négatives, et surtout, il faudra aussi qu'il y ait des sanctions positives. Parce que nous avons toujours tendance, quand il y a toujours mal, négatives, oui. On est toujours à sanctionner les gens pour le négativement. On ne voit pas les côtés positifs. Par exemple, s'il y a un bourgmestre qui travaille bien, il faut quand même remonter aussi les niveaux. Et s'il y a une personne qui a mal agi, qui ne travaille pas bien, on doit l'écarter, c'est clair en fait. C'est clair. C'est comme ça. Voilà. Donc, pour moi, il faudrait qu'il y ait des sanctions, mais côté, par exemple, donner des coups de fouet, ça, je n'accepte pas. Monsieur José Kanima, vous êtes avocat. Comment est-ce qu'on doit, peut-être de manière en passant, une sanction, n'est-ce pas, par rapport à dans ce contexte? Est-ce que ce serait péché contre les textes, des sanctions comme on le voit un peu sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que j'ai déjà entendu ce que les autres co-débatteurs ont dit. La sanction doit être comment je vais dire, sanctionnée, ou alors elle doit, permettez l'expression, elle doit se retrouver confirmée ou codifiée dans un texte légal clair. Donc il ne faudra pas qu'on se réveille un bon matin, nous commençons nous-mêmes à devenir les législateurs, nous devenons les juges. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc s'il faut sanction, il faut qu'il y ait des textes clairs. Et ces textes devront, justement, j'ai aimé la manière dont elle a commencé. Elle a dit Duralex c'est de l'ex. Moi, j'aurais voulu ajouter Nemo que Saint-Tour ignorare legem. Qui veut dire? Personne n'est censé ignorer la loi. Il faut que la loi existe. Et donc, partant de l'existence de la loi, nous considérons que dès lors qu'elle a été promulguée, chacun doit se battre pour pouvoir la connaître. Et parce qu'on connaît, on sait à quoi s'attendre lorsque nous allons à l'encontre des directives qui auraient été fixées. Mais si on doit s'élever dans l'arbitraire, alors il est possible qu'on aille dans tous les sens. Il est possible qu'on se réveille un matin, quand quelqu'un a une très grande corpulence, c'est 100 fouets. Quand il est de petite taille, c'est 20 ajusté fouets. À la morphologie. Donc il faudra qu'à un moment donné, que les textes soient clairs. Mais est-ce qu'il faut sanctionner? Bien sûr que oui, il faut sanctionner. Mon ami parlait tout à l'heure des sanctions qui soient positives. Je ne sais pas la différence qu'il fait entre positivité ou alors négativité d'une sanction. Je vais vous donner un exemple ici. J'ai fait l'université dans la première partie de ma jeunesse à la faculté de médecine. Et à l'université où je suis parti, c'est une université privée. J'évite donc d'en parler pour ne pas faire la publicité. Mais dans cette université, il y avait une interdiction de ne rien jeter au sol. On ne peut pas jeter des déchets, on ne peut même pas chiquer au sein de l'université. Et il y avait des petits panneaux sur lesquels c'était écrit par exemple « Chewing-gum interdit, ma puni ». Quand on vous retrouve en train de chiquer au sein de l'université, on vous donne ces panneaux pendant une trentaine de minutes. Lorsqu'on vous retrouve en train de parler lingala, on vous donne les panneaux lingala interdits. Et lorsque vous jetez les immondices par terre, on vous demande de ramasser tout ce qu'il y a autour, de mettre dans des poubelles. Et puis, on vous rappelle que cette punition, c'est pour que prochainement, vous ne jetiez pas un simple papier mouchoir par terre. Je crois que c'est important qu'au-delà de la sensibilisation, qu'on sanctionne tous ceux qui vont à l'encontre des règles. Parce que si on ne les fait pas,
un peu comme vous l'avez dit. On sera 2 dans la semaines jungle. plus tard, là où on a balayé hier, on retrouvera la Monsieur Isaac, votre dernier mot, alors on le disait, à quelle sanction vous pensez qu'il faudrait mettre sur pied? Je m'allie à la pensée qu'a développée mon confrère, parce que je suis aussi avocat. Voilà, je ne veux pas me délier de ce qu'il a dit. Effectivement, qui dit sanction dit codification. Et pour l'État, c'est la coercition. Donc, il faudrait que l'État puisse contraindre les gens à pouvoir s'habituer aux normes. Et celui qui viole les normes, la sanction va le suivre, suivant une certaine codification. Et je pense que dans les mécanismes d'appropriation des autorités civiles, après ce que fait les services nationaux, je pense qu'il faudrait qu'à chaque commune, parce que la loi nous permet de pouvoir adopter des règlements des polices, pour que chaque personne qui jette, par exemple, par terre, puisse attendre soit une peine privative de liberté, donc on peut t'arrêter et te garder peut-être en garde à vue pendant autant d'heures ou autant de minutes. On les voyait autrefois avec la Covid, qui moi, a été vraiment un bel exemple. C'est vrai que c'était un drame, mais vraiment un bel exemple d'inspiration. Ceux qui ne portaient pas les cache-nez, à défaut de payer 5 000, tu pouvais être retenu 2 heures du temps. Alors, les Quinois, quand tu touches à sa liberté, tu touches à sa poche, son argent, eh bien, il est troublé. Donc, je pense qu'il faudrait que nous puissions réfléchir à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'appropriation, en tant que nous, autorités civiles, nous devons penser à l'adoption des règlements de police dans ce contexte pour que celui qui jette par terre, qu'on puisse l'acheminer directement à la maison communale. On peut soit le retenir pendant X temps ou alors lui faire payer une peine d'amende, bien sûr, qui va compenser. Peut-être contribuer à l'assainissement. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Mais de manière claire, codifiée. Et que ce soit bien régi. On va terminer dans quelques secondes avec vous. On vous dit que vous avez mis sur pied, en fait, très prochainement, un livre, un geste. Non, c'est déjà sorti, en fait. Déjà, oui. Vous pouvez retrouver ça sur Amazon. Parce que j'ai travaillé avec une maison d'édition qui est aux États-Unis. On peut trouver ça sur Amazon, même dans des déjà donc disponible. Ça, oui, c'est déjà disponible. On a besoin que vous... Voilà. Ça, donc un geste, les déchets plutôt. Les déchets. Voilà. Initiation des enfants à la gestion et trait des déchets. Donc on va initier les enfants déjà des ménages à comment est-ce qu'ils peuvent gérer leurs déchets. Merci. Avant de nous séparer, Pasteur José Kanina, d'ailleurs, monsieur le bourgmestre adjoint, on vous a vu récemment au niveau de l'église La Compassion, n'est-ce pas, également dans le cadre de la salubrité, La Compassion d'ailleurs, donc monsieur le pasteur Josué Kanina, qui organise d'ailleurs des activités. Oui. De quoi il s'agit, La Compassion? Pour ceux qui connaissent bien l'église La Compassion, chaque mois d'août, nous avons d'ailleurs une activité phare, les 20 matins, qui à l'époque était appelé les 30 matins. Oui. Depuis un temps, c'est devenu les 20 matins parce qu'on a ajouté à la fin du mois d'août le programme international de la conférence Équilibre. C'est ce qui fait que je suis parti de mon lieu de service en dehors du pays pour venir ici parce que moi je travaille à Yaoundé au Cameroun. Donc nous sommes là pour la conférence internationale Équilibre qui va partir du 26 au 30, donc du 26 août au 30 août. Nous sommes à la 2e rue, Limité Industriel. L'église de la Compassion est une église qui contribue également à l'assainissement parce que le bourgmestre adjoint est passé nous encourager. Et je crois même qu'il faudra qu'on aille sur la base. Je suis de ceux qui pensent que si l'église draine des foules, un des meilleurs endroits pour former et sensibiliser, c'est aussi au sein de l'église. Aujourd'hui, quand vous voyez à Kinshasa, quand quelqu'un veut se marier, il pose la question à, entre guillemets, celle qui pourrait devenir son épouse. S'il te plaît, ton électrophoreuse, est-ce que je peux en savoir plus? Est-ce que c'est AA? Est-ce que c'est AS? C'est une sensibilisation qui est aussi passée par l'Église. Parce que parfois, l'Église a dit, nous ne bénirons pas des mariages AS parce que vous avez la possibilité d'avoir des enfants plus tard qui seraient drépanocytaires. Et je crois pour moi que l'Église devrait contribuer justement à l'assainissement de la ville au travers des enseignements qui aident. Et donc, la conférence Équilibre, comme les mots l'indiquent, au travers de l'équilibre, nous quittons les niveaux de ne penser qu'au ciel, pour nous rappeler qu'on a aussi une vie sur la terre. Et après, profondeur. Et après, il y aura profondeur, justement, quelques semaines plus tard. Voilà. Et avec la conférence profondeur, on va plus dans les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu. Monsieur Isaac, bourgmestre adjoint de la commune de Limité, merci d'avoir été avec nous. Josué Kanina, pasteur au niveau de la Compassion. Bibiche Ngoua, notre expert environnemental à Biwan, et monsieur Chéribin Mopéné. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Nous le disions donc, la question de la salubrité dans la ville de Kinshasa n'est pas que l'apanage des autorités, mais de chaque Quinois et Quinoise. Si nous éveillons tous, nous aurons une Kinshasa belle au quotidien, pas seulement le matin, le soir, à midi, à tout le temps. Voilà, donc ce qu'était ce sujet débattu ici en studio. Je vous retrouve le mardi prochain. Vous le savez, c'est bientôt la rentrée scolaire. Nous aurons quelques élèves ici sur le plateau. Nous parlerons de cette rentrée scolaire. Merci à vous de nous avoir suivis.